Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo C'est quoi l'ergothérapie? Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais me présenter vite fait en 2-3 minutes et sinon les autres vous pouvez passer ou alors attendre. Donc moi je m'appelle Claire, j'ai 21 ans, je suis ergothérapeute depuis juin dernier et donc là j'entame un master en santé publique, mais l'objectif quand même c'est de promouvoir l'ergothérapie, surtout qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale puisque c'est la journée mondiale de l'ergothérapie. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer ma série sur l'ergothérapie, donc je vais faire une série de vidéos sur ma chaîne YouTube concernant mon métier. Et donc je voulais d'abord commencer par une vidéo un peu globale et générale pour expliquer un peu à tout le monde, pour que cette vidéo soit accessible à tout le monde, pour comprendre ce qu'est l'ergothérapie, ce qu'on fait en tant qu'ergothérapeute, etc. Et surtout j'ai voulu partir des perceptions et donc faire participer un petit peu mon entourage ou les connaissances des connaissances, ce qu'était le métier d'ergothérapeute. Donc juste petit disclaimer, donc je vous l'ai dit, je viens d'être diplômée, ma vision de l'ergothérapie est peut-être encore un peu centrée autour de mes études ou quoi. Il y a moyen que j'oublie des trucs ou que je dise des bourdes, donc c'est pour ça que l'espace commentaire est là. Donc si vous avez un truc à rajouter, des ressources complémentaires, etc. pour aider à comprendre l'ergothérapie, je vous en prie, n'hésitez pas à le mettre. Mais voilà, j'espère que vous resterez assez bienveillants dans les commentaires, parce que le but c'est vraiment de faire découvrir un métier et de pas directement aller justement rester dans le général et ne pas aller trop tout de suite dans les détails pour justement que cette vidéo fasse comprendre aux gens qui on est et ce qu'on fait déjà. C'est déjà une bonne idée je pense en une vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, un petit goûter, ce que vous voulez, parce que je pense qu'elle va durer un petit temps quand même cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop long. Si jamais, je pense que je mettrai les timecodes dans la description, parce que je vais faire entre guillemets deux parties. Donc une première partie, vraiment partir des perceptions de l'ergothérapie par les non-ergothérapeutes, et après je partirai sur voilà, vraiment ce que c'est l'ergothérapie et la définition qu'on a créée avec mes collègues et futurs collègues. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera en deux parties. Pour la première partie, je voulais faire participer des personnes qui ne connaissaient soit pas l'ergothérapie, soit qui connaissaient mais qui n'étaient pas ergothérapeutes. Et donc j'ai créé un questionnaire, un Google Form, un truc assez banal, pour justement que les gens me disent quel était leur métier, pour qu'ils me disent est-ce que vous connaissez l'ergothérapie ou non, et surtout qu'est-ce que vous pensez que c'est être ergothérapeute, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie. Donc en tout il y a une quarantaine de personnes qui ont participé et je trouve ça assez cool parce que ça a pu nous donner quand même un large panel de métiers. Et donc je vais vous montrer tout de suite les différents métiers qui ont participé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui touchent de près ou de loin au domaine du handicap et pour qui ça a pu être utile pour essayer de deviner ou de savoir ce qu'est l'ergothérapie. On voit quand même qu'il y a d'autres métiers, d'autres personnes surtout, qui ne savent pas du tout ce qu'est l'ergothérapie, et ce qui est beaucoup reflété dans les questionnaires, dans les réponses, c'est quand même qu'il y a une grosse confusion avec la kinésithérapie et l'ergothérapie. Et c'est vrai que c'est fréquent, on nous appelle souvent ah vous faites comme la kiné. Non, pas vraiment, mais donc ça je vais revenir plus tard et je vais essayer de vous éclairer sur le pourquoi du comment on ne fait pas comme les kinésithérapeutes, même si évidemment on travaille vraiment tout le temps en complémentarité. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai repris les réponses des personnes et j'en ai fait un nuage de mots. Je vais vous le montrer tout de suite et puis après on va pouvoir l'interpréter. Ce qui est hyper chouette, c'est que en gros au milieu on voit autonomie, environnement, vie, handicap, etc. C'est vrai que l'autonomie c'est un des piliers de l'ergothérapie, on le verra plus tard. Donc c'est quand même chouette de voir que il y a quand même une partie de la population ou de notre entourage qui sait qu'on va travailler sur cet aspect-là avec les personnes.
C'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec, enfin oui, on travaillait principalement qu'avec les personnes en situation de handicap. Quand on voit vie, je pense que c'était surtout au niveau de la vie quotidienne et c'est évidemment encore un pilier. Rééducation, j'aime bien et j'aime pas ce mot parce que ça peut vouloir dire rééducation, ça peut vouloir tout dire et ça peut aussi être interprété aussi comme rééducation par le mouvement et ça parfois ça amène encore une fois une confusion avec les kinés. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a tout ce qui est déficit, domicile, adaptation, facilité, moyen, accompagner, mobilité, expression, évaluation, très important en ergo, aider, accessibilité. Après il y a 2-3 choses qui m'ont un peu sauté aux yeux, c'est comme médecine ou médecine alternative. Alors c'est pas une médecine, on est un métier du paramédical, donc on travaille avec l'équipe pluridisciplinaire, mais voilà, on n'est pas médecin, on fait partie de l'équipe de soins, mais voilà, on va pas, contrairement par exemple à l'infirmière, on va pas réaliser des soins en tant que tel. La notion en anglais c'est vraiment to take care of, on va vraiment prendre soin d'eux, mais on va pas donner des soins. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est que j'ai relevé les points positifs, tout ce qui est autonomie, etc. Mais il y a vraiment des termes qui m'ont sauté aux yeux et que je pense pourront vous aider à comprendre ce que ce n'est pas l'ergothérapie. Par exemple, l'étude de la posture et l'ergonomie, oui, c'est un aspect de notre métier. Et par exemple, pareil, tout ce qui est pathologie des dos, etc. et plein d'autres choses, hein, mais c'est qu'un exemple. On va beaucoup travailler là-dessus, on va pas travailler que sur ça, on va pas axer notre prise en charge que sur ça. Pareil avec tout ce qui est rééducation fonctionnelle, un exemple concret, c'est en rééducation fonctionnelle, c'est par exemple tous les cas qu'on va avoir dans des services ortho avec les prothèses de genoux, etc. On va faire de la rééducation fonctionnelle, mais souvent quand les gens entendent rééducation fonctionnelle, encore une fois je me répète, c'est pas pour blâmer les kinés, mais on entend kinésithérapie. Et je pense que c'est de là que vient la confusion entre nos deux métiers. Et donc vraiment quand vous dites rééducation fonctionnelle, il faut un peu remettre dans le contexte, voilà, dans tel service avec tel patient, mais c'est pas que ça l'ergothérapie. Aider à trouver une méthode de travail, ça peut également être un moyen, un outil, trouver une méthode de travail pour pouvoir réaliser des activités de la vie quotidienne par exemple. Mais voilà, c'est un petit aspect d'un métier qui est super large. Après, ce qui m'avait un peu plus chafouiné, on va dire, dans les réponses, c'était proche de l'ostéopathie. Et je pense que c'est important de rappeler que, alors certes, on fait des manipulations, par exemple, tout ce qui est AVC, en service neuro, quand on va travailler avec la spasticité, quand on va faire des manipulations passives, activo-passives, etc. pour retrouver le mouvement. On va faire ça, mais on va pas faire des manipulations où on va, entre guillemets, toucher des organes internes, les faire craquer, les remettre ensemble, enfin voilà, on n'est pas du tout dans ce penchant-là. Ça c'est vraiment réservé aux ostéopathes et on va pas du tout prendre cette compétence. Et voilà, un truc qui est encore revenu, c'est comme un kiné mais pour une partie du corps bien précise. Pourquoi, entre guillemets, cette erreur arrive, c'est que il arrive que dans des services, si je me trompe pas, j'espère pas dire de bêtises, mais c'est vrai que parfois on observe que les kinés, par exemple en service de neurologie, vont s'occuper de tout ce qui est membres inférieurs, donc les jambes, les pieds, la marche, etc. Alors que dans ces services-là, les ergos vont plutôt s'occuper de tout ce qui est préhension avec le membre supérieur, tout ce qui est épaules, coudes, préhension, dextérité, toutes ces choses-là. Et peut-être que ça, quand on voit ça dans son entourage, on se dit ok, bah alors l'ergo fait comme la kiné mais avec les mains par exemple. Donc ça peut être vrai quand c'est comme ça que le service s'organise, mais en soi, en tant qu'ergothérapeute, on peut travailler sur tout le corps. Donc même si dans certaines de nos activités, le travail du kiné et de l'ergo peuvent se ressembler, c'est vrai que parfois les stagiaires kinés viennent nous voir et nous disent mais je t'avoue, je comprends pas trop pourquoi, par exemple en service d'ortho avec les prothèses, les dos, etc. Pourquoi on a quasiment les mêmes activités, et parce qu'en fait, on a certaines de nos compétences qui se chevauchent, c'est normal, on va agir sur les mêmes domaines avec les mêmes déficits, par exemple, je sais pas moi, la personne a du mal à marcher. Donc peut-être que en kiné, la personne va aussi faire de la marche, mais c'est vrai qu'en ergo, on va essayer d'ajouter une petite touch, pas que ce soit que la marche, mais
pourquoi la personne veut remarcher, en quoi c'est important dans sa vie, dans ses occupations. Et pourquoi en fait, pourquoi la marche, juste pourquoi. On va vraiment s'intéresser à pourquoi la marche. Je sais pas, ça peut être par exemple parce que la personne elle va marcher 3 fois par semaine dans la forêt à côté de chez elle. Donc c'est significatif pour elle et donc on va se dire ok, bah ça on peut le faire avec vous. Et donc c'est pour ça que parfois on a l'impression qu'on fait les mêmes choses dans certains services, mais l'approche est différente. Et par exemple, un truc qui va vous aider à comprendre en quoi l'approche est différente, c'est que notre domaine d'expertise peut être schématisé grâce à un schéma qui est l'interaction personne, environnement, occupation. Donc l'approche PEO, personne, environnement, occupation, ça va vraiment nous aider à voir la personne dans sa globalité, avoir une vision holistique. Et c'est vrai que maintenant, toutes les professions de la santé tendent à avoir cette vision holistique. Mais c'est vrai que nous, en ergothérapie, on nous l'inculque dès la première année, quoi. Ça fait vraiment partie de nos concepts. On a eu un cours en première année sur les concepts en ergothérapie et on a vu ça. Et c'est en ça aussi que l'ergothérapie est entre guillemets unique. Cette vision personne, environnement, occupation va nous aider à comprendre la personne, à comprendre ses besoins, à comprendre ses difficultés. Par exemple dans la notion de personne, ses capacités, ses incapacités, ses difficultés, les spécificités de la pathologie, ce que ça implique, tout ce qui est problème de santé, etc. Dans tout ce qui est occupation, on va avoir qu'est-ce que la personne fait dans la vie, ses occupations, ce qui occupe ses journées, ses loisirs, et puis il va y avoir l'aspect environnement. Et l'environnement, c'est pas que l'environnement physique, l'environnement social, c'est vraiment le global en fait. C'est vraiment essayer de voir la personne dans sa globalité, la comprendre ses besoins, et en fonction de ça, créer une prise en charge. Et donc si vous êtes un petit peu fouillé pour l'instant, on va vraiment revenir sur la définition de l'ergothérapie. Et donc on arrive dans cette partie 2 où vraiment cette fois je vous définis c'est quoi l'ergothérapie. C'est parti. Du coup on est maintenant à la partie 2. C'est quoi alors finalement l'ergothérapie? Parce que tu nous parles d'une vision globale, mais en vrai c'est quoi? Donc en fait, j'ai demandé à des collègues et futurs collègues ergothérapeutes de donner leur définition de l'ergothérapie. Pourquoi? Parce que je vais vous lire une définition comme ça, mais je trouve que c'est quand même sympa de décortiquer chaque point pour essayer d'aller un petit peu grappiller des infos et pouvoir un peu plus comprendre avec des mots un peu plus sympas quoi. Bon, je vais vous lire quand même la définition de la Fédération nationale belge d'ergothérapie. L'ergothérapeute est le paramédical qui accompagne les personnes présentant un dysfonctionnement physique, psychique et ou social en vue de leur permettre d'acquérir, de recouvrer ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle, leur occupation professionnelle ou la sphère de leurs loisirs par l'utilisation d'activités concrètes s'y rapportant et tenant compte de leur potentialité et des contraintes de leur environnement. Ok. Une fois que je vous ai dit ça, ok, très bien, bon, vous n'allez pas le décortiquer vous-même, vous avez la flemme. Très sincèrement, à votre place, ça serait pareil. Donc on va reprendre un peu point par point, ce ne sera pas forcément exactement dans l'ordre, mais voilà, chaque point a été un petit peu développé avec des définitions de quelqu'un en 3e année, de quelqu'un qui est diplômé, etc. pour vraiment donner une bonne vision globale de ce qu'est l'ergothérapie, l'ergothérapeute, etc. Donc déjà, quand on est ergo, on est professionnel paramédical. On va principalement travailler avec des personnes en situation de handicap, et j'insiste sur le terme en situation de handicap, parce qu'une personne ne se résume pas à un handicap. Ce terme de en situation de handicap, si on pouvait un peu plus l'élargir et que tout le monde l'utilise, ce serait chouette. Revenons à nos moutons. Donc pour être ergothérapeute et avoir le diplôme, on fait 3 années d'études. Moi je les ai faites en Belgique, mais pour tous les Français qui me regardent, il y a des écoles d'ergothérapie en France, hein, pas de souci. Donc comme on est professionnel paramédical, on fait partie de l'équipe pluridisciplinaire. Bon, si on a une. Donc on va par exemple travailler avec les kinés, les médecins, les infirmiers, les logos, les aides-soignants, donc pour les logos, pardon, c'est les orthophonistes. Hein.
Donc les aides-soignants, les assistants sociaux, j'en oublie sûrement d'ailleurs beaucoup, mais on travaille vraiment avec beaucoup de gens. On peut travailler aussi avec les diététiciens pour tout ce qui est les AVJ repas, les activités de la vie journalière repas, vous allez comprendre plus tard. En fait, ce qui rend notre métier vraiment incroyable, c'est qu'on peut travailler dans tous les domaines, vraiment tous les domaines, et je pense que c'est pour ça que les gens ne comprennent pas forcément notre rôle, parce que dans chaque domaine il sera un petit peu plus spécifique à ce domaine, mais on va pouvoir travailler vraiment avec que ce soit les personnes âgées, que ce soit en maison de repos ou en maison de retraite, en EHPAD ou en MRS en Belgique. On peut travailler avec les adultes pour plein de pathologies, plein de trucs différents. On peut travailler en réinsertion professionnelle, on peut travailler en néonat, on peut travailler, comme j'ai dit, en réinsertion professionnelle, en psychiatrie. Vraiment, c'est tellement varié qui rend cette profession vraiment hyper intéressante, mais aussi, c'est aussi ça qui fait la confusion. Donc voilà, le but vraiment, ça va être de vous expliquer ce que fait l'ergo dans cette définition de base, et évidemment, dans cette série, on va essayer de définir un petit peu par domaine, et le but ce serait d'aller interroger des personnes. Bon, avec la Covid, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour un petit peu aller creuser partout, mais on va pouvoir trouver une solution. Donc voilà, l'ergo vraiment, c'est un métier qui va se centrer sur l'occupation. Et on va viser l'autonomie et l'indépendance pour un fonctionnement optimal et satisfaisant pour les personnes. Donc j'ai bien dit autonomie et indépendance. Ça peut être autonomie ou indépendance, ça peut être les deux, parce qu'en fait c'est pas la même chose. En tout cas, après c'est sûr, quand on dit l'autonomie, votre téléphone, ça a un tout autre sens, mais en santé, quand on parle d'autonomie et d'indépendance, ce n'est pas la même chose. Et je tiens à cette différence parce que même s'il y a des copains, je sais pas, kinés, médecins, les papas qui sont médecins, les oncles, les tontons, et qui ne prêtent pas vraiment d'attention à cette différence, s'il vous plaît, écoutez maintenant, parce que cette différence est importante. L'autonomie, ça va être le fait de penser par soi-même. Ok, ça va être le fait de choisir par soi-même, de savoir se gérer, de savoir prendre des décisions. Par exemple, quand on dit que quelqu'un est autonome dans l'habillage, il va connaître les étapes, il va savoir ce qu'on fait en premier, en dernier, quels habits prendre pour quelle partie du corps. L'indépendance, ça va être capable de réaliser une action par soi-même, une action seule. Ça amène donc une notion de capacité physique. Je vais donner mon exemple avec l'habillage, encore une fois. Par exemple, une personne âgée peut très bien être autonome dans l'habillage, elle connaît les étapes, elle saura vous expliquer comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais il peut y avoir une notion de dépendance parce que au niveau physique, elle n'arrivera pas, je ne sais pas, elle n'aura peut-être pas assez de force, elle n'aura peut-être plus assez d'amplitude de mouvement pour pouvoir enfiler son pull. Et donc c'est là que c'est différent, autonomie et indépendance. On peut très bien être autonome et pas indépendant. Donc être autonome et dépendant, on peut très bien ne pas être autonome et être indépendant, on peut très bien être ni autonome ni indépendant, ça va vraiment dépendre des personnes. C'est qu'il faut bien cibler ce qui est difficile pour la personne, et si ça va plutôt être de la notion de l'autonomie ou de l'indépendance, parce qu'on va pas travailler pareil avec ces deux notions. Donc le but de travailler sur l'autonomie, l'indépendance, nos deux piliers, deux de nos grands piliers, c'est pour que la personne puisse vivre sa vie, réaliser ses activités de la vie quotidienne de la manière la meilleure possible. Je sais que ça se dit pas, mais voilà, c'est ce qui me vient maintenant. Et donc quand on parle d'activités de la vie quotidienne, souvent en ergo on dit AVJ ou AVQ, c'est un peu notre petit jargon, mais ça pourra peut-être vous aider à comprendre ce qu'on fait et qui on est. Donc voilà, si vous voyez qu'on écrit AVJ, AVQ, ça va être toutes les activités de la vie quotidienne. Mais on ne travaille pas l'autonomie et l'indépendance que pour ça, on travaille aussi ces deux notions pour que les personnes puissent réaliser leurs loisirs, leur métier, tout ce qui les compose de la manière la plus optimale possible, mais aussi de la manière la plus satisfaisante possible pour la personne. Parce que rappelons que l'ergothérapeute prend la personne dans sa globalité, de manière holistique, donc vraiment il faut que la personne soit aussi impliquée dans le processus.
La notion de vie quotidienne, comme on l'a vu juste avant, c'est très important dans notre métier parce que quand on va faire une récolte de données, donc lors de nos anamnèses, quand on va essayer de comprendre comment on va travailler avec la personne, on va vraiment s'intéresser à sa vie quotidienne, ce qu'elle n'arrive plus à réaliser, comment est son domicile. Et ça va vraiment nous donner nos guidelines pour la prise en charge. L'outil clé de l'ergothérapeute pour ces prises en charge, c'est l'activité. Et c'est pour ça que souvent les médecins dans certains services nous croisent en train de faire des jeux de société en permanence et se disent mais pourquoi ils jouent tout le temps, pourquoi ils sont tout le temps en activité ludique, fun, etc. Comment ça c'est un métier du paramédical? Et en fait, si on fait un jeu, c'est vraiment qu'on a un but derrière. Je sais pas, je vais vous donner un bête exemple. Le puissance 4, on peut l'utiliser dans plein de manières différentes. Je sais pas, si par exemple on veut travailler l'amplitude de l'épaule en antépulsion. On va mettre le puissance 4 en hauteur et on va venir mettre les pions. Ça peut être bien pour aussi travailler la double tâche, voir si la personne quand elle se concentre sur autre chose, elle fait bien le mouvement d'antépulsion. On peut aussi travailler les fonctions cognitives, donc planification, il y a d'autres, flexibilité, inhibition. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en tant qu'ergothérapeute, on va fixer des objectifs, mais on va les fixer, ces objectifs, avec les patients. Que ce soit des objectifs physiques, cognitifs, sociaux, on va vraiment les poser en fonction de ce que le patient sait faire, ce qu'il ne sait plus faire, ce qu'il aimerait savoir refaire, et vraiment en prenant en compte ce qui est significatif pour lui. Donc tout à l'heure, on a vu que l'ergothérapeute travaillait selon le schéma de l'interaction personne, environnement, occupation. Ce qui implique donc que les ergothérapeutes vont fixer des objectifs vraiment divers. Ça peut être physique, un exemple, être capable de remarcher, savoir s'habiller, en prenant en compte la notion de physique, donc savoir, je sais pas moi, faire ces mouvements-là, voilà. Ça peut être des objectifs cognitifs, savoir faire une liste de courses par exemple. Ou ça peut très bien être des objectifs sociaux, reprendre un travail, se réinvestir dans un loisir. On peut également jouer un rôle sur cet environnement et c'est pour ça que l'ergothérapeute est aussi connu pour les aménagements de domicile, par exemple pour les personnes âgées, pour le rendre accessible, pour le rendre sécuritaire. On peut aussi mettre en place des aides techniques. Un truc tout bête que vous avez déjà tous vu je pense, c'est les enfile-chaussettes. Un truc classique ou un truc pour se laver le dos comme ça. Ça peut être une aide technique toute simple qui aide à réaliser une activité de la vie quotidienne. On arrive bientôt à la fin. J'espère que déjà sur tout ça j'ai été claire. C'est vrai que c'est pas évident à définir comme métier parce que comme je vous ai dit, on intervient dans tellement de domaines. Je sais que par exemple j'ai pas parlé du domaine de l'école alors qu'on peut très bien travailler en école. Je sais qu'en France et en Belgique c'est différent. Donc quand je parlerai de ça dans ma série sur l'ergothérapie, j'essaierai d'avoir l'avis d'une experte en France et l'avis d'une experte en Belgique. Pour terminer cette vidéo, pour essayer de vous faire un peu comprendre pratiquement c'est quoi l'ergothérapie, j'ai essayé de vous donner quelques exemples d'objectifs de ce qu'on fait avec certaines personnes, certaines populations. J'ai jamais fait de stage en psychiatrie, mais en discutant avec mes collègues ergo, ce qu'on peut voir c'est qu'en psychiatrie, par exemple en hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, les personnes viennent la journée et donc en fait le but ça serait de se réinvestir dans une activité, se réinvestir dans le centre de jour, donc pour plus tard se réinvestir dans une activité professionnelle par exemple. Comme je vous en ai parlé plus tôt, pour tout ce qui est service d'ortho, de neuro, etc., souvent on retrouve les prothèses de genoux. On peut très bien travailler tout ce qui est marche, équilibre, comme par exemple monter les escaliers. Pourquoi ce serait important de beaucoup travailler le fait de monter les escaliers? Parce que quand on discute avec la personne, elle nous dit que il y a 2 étages dans sa maison. Donc si on veut que la personne puisse être indépendante dans sa marche et puisse circuler dans sa maison tranquillement, on va travailler sur le fait de marcher, d'être endurant, de pouvoir savoir monter les marches tranquillement, voilà. Après j'ai aussi pu faire un stage en école spécialisée, je sais que ça je pense pas que ça s'applique aux Français, mais si je me trompe dites-le moi, mais voilà. J'étais en école spécialisée où la population c'était des enfants présentant un trouble du spectre autistique et une déficience intellectuelle plus ou moins sévère. Et donc là c'est vraiment une école qui utilisait
toute une méthode spécifique, on en reparlera sûrement plus tard, et en fait l'environnement était complètement adapté, c'est-à-dire que bah voilà, les horaires c'était en bandelettes, que différents pictogrammes selon la matière, selon si c'est la récré, selon si c'est faire la vaisselle, etc. Et après, en fonction de ces enfants-là, en fonction de qui on prenait en charge, ça pouvait très bien être par exemple l'objectif de savoir écrire son prénom sur le cahier de classe. Et ce qu'on peut mettre en place, donc évidemment l'objectif ça va être l'écriture, donc ça va être tout ce qui est dissociation poignet, épaule, coude, ça peut être tout ce qui est préhension fine, ça va être l'appréhension de trait digital du stylo. Et pour ça, bah, par exemple, j'ai pu mettre en place une aide technique. Enfin, j'ai mis en place, non. Mes collègues avant moi avaient mis en place et j'ai suivi parce que ça marchait bien. Une espèce d'aide technique, c'était un petit carré en mousse qu'on mettait sous le poignet. Et en fait, ça permettait à l'élève de se souvenir que voilà, pour écrire, on soulevait pas son poignet pour écrire comme ça. On le laissait sur la table et voilà, c'est comme ça qu'on écrivait. Donc ça, c'est un exemple de, bah, on travaille un objectif physique mais en même temps cognitif pour le schéma de la lettre, mais en même temps on travaille aussi avec l'environnement. En gériatrie aiguë par exemple c'est complètement différent, le rôle de l'ergothérapeute ça va beaucoup être de l'évaluation des fonctions cognitives, des fonctions physiques avec l'équipe entière, évidemment on ne fait pas tout. Mais pourquoi on fait ça? On essaie de comprendre les ressources et les difficultés de la personne pour bien l'orienter après, que ce soit en revalidation gériatrique, que ce soit un retour à domicile avec des aides, sans aide, que ce soit en maison de retraite ou en MR ou en MRS. Voilà, notre rôle ça va être de comprendre vraiment la personne, vraiment l'ergothérapeute essaye de comprendre la personne. Écoutez, on arrive vraiment à la fin cette fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À me dire si vous comprenez un peu mieux ce que fait l'ergothérapeute, et sinon j'espère que les autres vidéos de cette série vous aideront à mieux comprendre. N'hésitez pas également, si ça vous a plu, si vous trouvez ça pertinent, de partager cette vidéo, surtout en cette journée mondiale de l'ergothérapie. C'est hyper important que ce métier devienne enfin connu et qu'on arrête de nous confondre avec toute autre sorte de choses. Vraiment c'est important, on fait partie de l'équipe Pluri, on est un métier du paramédical. Donc il est temps en 2020 qu'on connaisse notre métier, donc n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à vous l'envoyer sur vos groupes WhatsApp de famille, enfin bref vous avez compris le principe quoi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rempli le formulaire, qui ont pris le temps de co-construire cette vidéo. En fait concrètement vous avez co-construit la vidéo avec moi. Et puis je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous serez de retour pour les prochaines vidéos de la série. Salut!